Hello, everyone, and welcome to Leading into Our New Future, Canada's Recovery Plan for Christian Charities. My name is Lois Warren, and I'm hosting today with my husband, Rob. Together, we serve through the Global Leadership Network here in Ottawa. And though we're leading the call today, there really is a team of people from Waybase and World Vision working behind the scenes to make this event possible today. So thank you to everyone. We also appreciate Robert Strang's willingness to meet with us today. Dr. Strang is the Chief Medical Officer for Nova Scotia and is part of the COVID-19 Special Advisory Committee that developed the public health framework for recovery in Canada. He has a unique national health perspective to offer us as we consider leadership challenges that we are facing today. Before we get started, though, there are a few things that will be helpful for you to know. First of all, the event today is being recorded and will be posted by early next week. You will receive an email with those recordings. Recevoir un courriel au cours des prochains jours. Si vous voulez écouter en français, vous pouvez, il y a un bouton en français au bas de votre écran. Aussi, nous avons déjà reçu plus de 800 questions pour notre séance aujourd'hui. Évidemment, nous n'allons pas être en mesure de répondre à toutes ces questions, mais lorsque le docteur Strang s'adressera à vous, si vous avez une question précise en lien avec ce qu'il est en train de dire, n'hésitez pas à le clavarder dans le chat. C'est le contraire de ce que nous vous avions déjà dit par le passé pour nos webinaires, mais aujourd'hui, c'est ce que nous vous demandons de faire. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun d'entre nous qui a une perspective globale de tout ce qui se passe. Nous n'avons pas les bonnes réponses partout non plus. La réalité, c'est que les différentes régions vont réouvrir et nous voulons être prêts. Nous allons devoir être gracieux les uns envers les autres. Et nous aussi être miséricordieux envers nos gouvernements qui tentent de faire ce qui est le mieux. Alors, débutons avec un mot de prière. Notre Père, nous reconnaissons qu'il n'y a aucun d'entre nous qui a toutes les réponses. Nous n'avons pas le portrait complet. Il y a seulement toi qui as ce portrait. Nous demandons ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous recherchons la direction de ton Saint-Esprit. Nous voulons marcher en toi. Nous remettons ce temps entre tes mains. Nous te remettons nos plans et chacune des étapes au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci, Lois. Et bienvenue. J'espère que cet investissement d'une heure pourra vous fournir, sera un jalon pour vous vers ce nouvel avenir. Comme Lois a mentionné, il n'y a personne d'entre nous qui a toutes les réponses pendant ce temps, mais nous travaillons fort pour pouvoir y arriver ensemble. Nous avons plus de 3000 personnes qui se sont inscrites à cet appel. C'est vraiment significatif. Cela représente 10 des organismes chrétiens au Canada et ensemble, nous représentons plus de 15 milliards de dollars d'investissements communautaires. Alors, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont impactées. Nous voulons réouvrir de façon sécuritaire. Alors, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour que nous puissions entreprendre cette nouvelle étape ensemble. Alors, il y a eu un impact de la COVID-19 via un sondage sur les organismes chrétiens au Canada et 10 des ministères canadiens ont participé de toutes les provinces, de tous les secteurs qui ont été représentés. Et cela nous a donné un portrait assez précis des impacts de la COVID-19 sur nos ministères. Et avant de sortir vos téléphones pour prendre des photos, la semaine prochaine, je vous avise que nous allons vous envoyer un rapport complet. Et nous aurons davantage de résultats aussi, mais vous aurez un rapport complet. Vous le recevrez la semaine prochaine. Mais nous allons commencer, avant de commencer notre conversation avec le Dr. Strang, premièrement, il y a des impacts financiers sur tout le monde. Que nous soyons petits ou grands, plusieurs d'entre nous, nous voyons les revenus qui baissent. C'est une expérience partagée par tous les ministères, peu importe leur ampleur. Et ça se passe partout, dans chacune des provinces. Et cette expérience partagée,
c'est difficile. Ils vont devoir trouver des solutions. Pour d'autres, nous constatons que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment avoir des impacts très négatifs sur un ministère. C'est une expérience partagée, mais pas nécessairement une expérience égale partout. Et il y a des difficultés plus prononcées pour certains ministères. Premièrement, vous avez remarqué probablement que les gens s'engagent et veulent notre soutien. Nous avons vu une augmentation et ça se passe malgré la baisse de revenus. Bien que nous ayons vu cette augmentation, il y a des ministères qui ont été obligés de fermer ou de diminuer leurs services à cause des protocoles au niveau de la sécurité et de la santé. Mais la plupart des ministères font la même chose ou encore plus que ce qu'ils faisaient par le passé, mais avec moins. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Notre travail au niveau du ministère est de plus en plus important, plus que jamais. Nous devons continuer. Notre pays a besoin que nous soyons toujours engagés à tous les niveaux, mais plusieurs d'entre nous, nous allons devoir travailler avec moins de ressources et nous devons trouver un moyen de le faire. Comment nous pouvons opérer dans ce nouveau normal? Alors, Dr. Strang, alors que nous entreprenons notre conversation ensemble, je crois que vous avez une idée des réalités qui sont des défis pour nous aujourd'hui. Alors, Dr. Strang, il y a 3 éléments qui sont ressortis du sondage et nous voulions en parler. Premièrement, les gens tentent de réfléchir et de voir comment aller de l'avant de façon sécuritaire. Donc, quelles sont des méthodes pratiques qu'ils pourraient adopter? Mais ils ont besoin aussi des conseils au niveau du leadership pour naviguer dans tous ces défis avec la COVID. Et finalement, ils ont besoin de savoir comment servir leur communauté locale pendant ce temps. Alors, je suis reconnaissant que vous soyez là et que vous soyez en mesure de répondre à ces besoins. Si vous avez des commentaires initiaux à faire, à partager? Dr. Strang, you can unmute your mic now. Alors, Dr. Strang, vous pouvez allumer votre vidéo et votre microphone. I know he was just there. Il était là il n'y a pas longtemps. Hello, Dr. Strang. Dr. Strang, bienvenue. Well, while we wait for Dr. Strang, Alors qu'on attend le Dr. Strang, l'un des éléments que nous avons expérimenté au cours des dernières semaines, c'était toutes les questions que nous avons reçues. Nous avons colligé ces questions et nous les avons établies par catégorie. Alors, nous allons passer du temps aujourd'hui avec le Dr. Strang pour disséquer, si vous voulez, chacun de ces thèmes de façon plus spécifique et de prendre ces questions et de dire, bon, quels sont les éléments clés, les thèmes clés? Et voilà, Dr. Strang est avec nous. Alors, nous sommes contents de vous accueillir de la Nouvelle-Écosse. Bonjour, désolé, dernière seconde, défi technique. Oui, c'est pas grave, nous avons eu cela à Ottawa aussi. Alors, c'est pour ça que Lois et moi-même sommes si proches présentement, parce que nous avons des défis techniques aussi. Alors, content que vous soyez là. Nous avons parlé des statistiques dont nous avions parlé plus tôt et nous nous posions la question, alors que nous entrons dans cette nouvelle ère, comment pouvons-nous, ou de voir comment nous pouvons avancer maintenant avec ces enjeux. Nous aimerions que vous partagiez avec nous ce que vous avez appris, le travail que vous avez fait avec votre comité consultatif spécial par chez vous. Alors, merci. Et encore une fois, ce qui est important, je pense, c'est que c'est un nouveau normal. Alors même que nous sortons de cette première vague, on ne reviendra pas à 2019. Mais je le vois aussi
Nous serons différents, mais comment pouvons-nous être mieux, faire mieux tout en étant différents? C'est notre défi de réfléchir à cela. Il n'y a pas de règles déjà établies à cet égard. J'ai une formation en santé publique, j'ai beaucoup de principes de santé publique, j'ai beaucoup d'expérience, mes collègues aussi, mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, cela a un impact partout dans la société et c'est nouveau pour tout le monde. Alors, nous y réfléchissons et trouvons des solutions ensemble pour nous assurer que nous travaillons de façon collaborative, mais aussi de façon constructive et positive, d'être patients et de faire preuve de grâce les uns envers les autres, parce qu'il n'y a pas personne qui aura les bonnes réponses tout le temps. De le faire ensemble d'une façon positive, c'est de cette façon que nous allons pouvoir travailler lentement. Merci beaucoup. C'est exactement ce que nous devons faire. Alors est-ce que vous pourriez prendre les 10 ou 15 prochaines minutes pour nous parler des éléments essentiels auxquels nous devrions réfléchir? Ce serait vraiment aidant pour chacun d'entre nous. D'accord. Alors, la première diapositive ici. Bon, j'ai des petits défis techniques encore, on dirait. La diapositive, c'est de parler du nouveau normal. C'est mon ordinateur qui semble faire des siennes un peu. Oui, c'est essentiel pour le comprendre. Nous sortons de la première vague. Présentement, ça ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Nous devons gérer la COVID-19 pour au moins une couple d'années encore et nous n'aurons pas le plein contrôle là-dessus sans avoir une immunité collective. C'est le nombre de personnes qui seront guéries et de développer cette immunité à long terme. Mais il y a beaucoup de questions à cet égard. Une autre façon, ce serait un vaccin. Et alors, d'après ce qu'on entend, le vaccin n'est pas quelque chose qui arrivera bientôt non plus. Nous devons prendre le temps de faire les tests, etc. Alors, de vivre avec la COVID, c'est le nouveau normal. Et ce le sera aussi alors que nous recherchons un équilibre pour augmenter les activités sociales et économiques tout en faisant les choses de sorte à ce que le COVID-19 ne soit pas répandu encore davantage et surtout pour protéger les gens les plus vulnérables, par exemple les personnes âgées, ceux qui ont des conditions physiques moins optimales, les gens qui partagent des résidences avec ceux qui sont dans des situations d'itinérance, par exemple, ou dont les logements sont surpeuplés. Comment est-ce que pouvons-nous gérer ces impacts? La vérité dans tout ça, c'est qu'on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement sûr. Alors, nous devons continuer à suivre cela de très près et de détecter ce virus. Et la façon que nous le faisons, c'est par un investissement massif dans le dépistage. Il y a différentes stratégies à cet égard. Et lorsque nous le faisons, c'est d'avoir la capacité de faire les suivis assez rapidement pour isoler les cas, pour éviter les contacts et s'assurer que ces personnes rentrent en quarantaine pour empêcher de répandre davantage la COVID. Et l'une des étapes de base pour la prévention, alors ces étapes de base sont la façon dont nous contrôlons les choses au niveau de la santé publique. Chaque province et territoire a un plan de reprise des activités. Les composantes peuvent varier d'une province à l'autre. Chaque province a ses façons de prendre des décisions selon leur gouvernement élu. Nous faisons du mieux que nous le pouvons. Comme chez nous, le comité consultatif spécial
Nous nous rencontrons depuis le mois de janvier à cet égard. Donc, nous faisons tout en notre pouvoir d'avoir une constance au niveau avec le national, du mieux que nous le pouvons, mais connaissant le contexte et comment cette maladie progresse, il y a, nous devons combler les lacunes. Alors, il y a des organismes, des activités qui ont été restreintes et nous devons voir quoi faire pour permettre à certaines entreprises d'ouvrir, des écoles, des garderies. Nous voulons que les gens puissent sortir à l'extérieur pour faire des activités de plein air. C'est bon pour la santé physique et mentale. Mais les activités de plein air, les gens aiment la connexion les uns avec les autres aussi. Et il y a la question de l'économie. Nous avons fermé plusieurs de nos systèmes en santé, en soins de santé, non seulement les hôpitaux, mais d'autres services de santé dans les communautés. Aussi, les rassemblements culturels essentiels, que ce soit des funérailles, des mariages, des activités sportives. Toutes ces choses sont importantes et font partie de ce qu'est une communauté. Mais comment réouvrir dans le contexte de la COVID où nous savons que l'activité devient un risque dès qu'il y a beaucoup de gens qui se rassemblent dans surtout à l'intérieur d'un édifice quelconque. Alors, comment pouvons-nous réouvrir tout en tenant compte de ces éléments? J'ai pas mal couvert cela. Alors, c'est un suivi épidémiologique. Maintenant, voici comment nous contrôlons la COVID-19 et la réussite que nous aurons à cet égard, dépendra de la façon dont nous mettrons en œuvre ces éléments. C'est ce que les individus doivent faire. Mais ce qui est important pour la reprise des activités, est-ce qu'il faut penser à tous les milieux, que ce soit en milieu de travail, dans nos milieux de culte, dans les églises, n'importe où, dans un milieu public? Comment pouvons-nous faciliter et soutenir ces mesures de santé? Alors, premièrement, c'est de veiller aux distances physiques. Alors, 2 mètres ou 6 pieds, il y aura moins de propension au virus de se partager entre les personnes. Alors, il faut maintenir cette distanciation physique à l'extérieur du foyer. Plusieurs personnes le font de façon créative. Nous devons continuer de le faire. Ensuite, une partie de cela, lorsque nous créons des environnements, c'est d'accroître le nettoyage environnemental et la ventilation. Ensuite, on parle d'une bonne hygiène personnelle. C'est ce que nous devons faire individuellement, mais je ne peux le dire assez souvent, c'est qu'il faut faciliter des environnements pour pouvoir le faire, se laver les mains souvent. C'est très important. Si on pense à un milieu d'église, comment allez-vous faire pour vous assurer que les gens ont les mains propres? Alors, les mains propres, c'est de ne pas toucher éviter de se toucher le visage aussi. Comment éduquer les gens par rapport à ça? Si j'ai les mains malpropres et j'ai touché à quelque chose et le virus est là, je ne veux pas m'infecter moi-même. Un comportement respiratoire inadéquat. On tousse, on éternue, il faut le faire dans le coude pour empêcher le virus de se propager et désinfecter fréquemment les surfaces touchées. Nous savons que le virus se dépose sur des surfaces. N'importe où, n'importe quoi que les gens peuvent toucher, il faut désinfecter. Les comptoirs à la maison, dans des endroits publics, dans les milieux de travail. Là où les mains touchent, il faut désinfecter fréquemment ces surfaces.
l'hygiène des mains, éviter de se toucher le visage, les surfaces propres. Cela peut avoir un impact positif pour minimiser la propagation du virus. Très important que nous cherchons des moyens pour que ceux qui sont malades ou ne sont pas bien, ils doivent rester chez eux. En bout de ligne, nous devons nous assurer que les gens le fassent. Mais il y a des obstacles. Parfois, c'est une assurance santé ou emploi où on ne peut s'absenter sans autres impacts. Alors, que ce soit d'aller à l'église le dimanche ou c'est d'amener vos enfants au musée, si vous avez le choix, comment vous assurer que les gens comprennent que si vous ne vous sentez pas bien, vous ne devriez pas sortir cette journée-là. Parce que peut-être que vous avez non seulement la COVID, mais peut-être une autre maladie infectieuse. Alors, les suivantes sont importantes aussi. C'est tout ce qui est en lien avec les communications dans la communauté. Les gens vont pratiquer ce qu'ils comprennent. Donc, c'est très important que nous continuions à trouver des moyens pour nous assurer que non seulement les individus, mais que partout dans la société, que les gens comprennent qu'il est important de prendre ces mesures personnelles. Alors, la communication, c'est très important. Je vais parler un peu des masques pour le public en général. Nous comprenons maintenant que ce virus peut être propagé sans que quelqu'un ait les symptômes, qu'il soit asymptomatique. Alors, d'utiliser ou de porter un masque non médical où vous avez un couvre-visage quelconque pour le nez et la bouche, vous limitez la chance de propagation du virus dans l'environnement. L'efficacité d'un masque dépend de l'environnement, du contexte et aussi le niveau de présence du virus au niveau local, puisque nous voyons de moins en moins de propagation. Et je parle de notre province, la Nouvelle-Écosse présentement, c'est très bas, mais d'autres provinces, l'Ontario et le Québec, c'est deux provinces surtout, mais en Nouvelle-Écosse présentement, c'est que les gens devraient considérer mettre un masque médical s'ils sont dans un milieu public et qu'ils ne peuvent pas maintenir la distanciation sociale. Si nous propageons davantage de virus, évidemment, ça va recommencer. Pour les masques non médicaux, lorsque vous êtes autour de personnes et que la situation ou la distanciation fait en sorte que la distanciation sociale n'est pas possible, ça dépend encore une fois de la propagation du virus à ce moment-là au niveau local. Et je vais parler maintenant des voyages non essentiels. Et plus les gens bougent, plus les gens se déplacent, plus ils sont en mesure de propager le virus. Alors, le nouveau normal, c'est de penser différemment par rapport au voyage, au déplacement. Alors, dans notre communauté, nous avons beaucoup de soins médicaux virtuels maintenant, par exemple. Alors, c'est de limiter les voyages non essentiels. Toutes ces mesures de santé publique, c'est comme une trousse d'outils pour contrôler un tel virus et ça doit faire partie du nouveau normal. Pour la reprise des activités, comment fait-on dans les restaurants, les églises, nos espaces communautaires et de faciliter un soutien pour ces organismes ou ces entreprises. Alors, différents environnements, différents contextes ont un différent niveau de risque, mais ce sont des endroits où les gens se rassemblent et nous voulons nous assurer qu'ils demeurent bien séparés. D'être à l'extérieur, c'est moins risqué que d'être à l'intérieur. Et lorsque les gens sont ensemble, plus les gens restent longtemps ensemble, plus il y a un risque de contact.
et la consommation de breuvages et de nourriture en commun. Cela augmente le risque. Les gens qui parlent fort vont davantage propager des gouttelettes, de chanter. Toutes ces choses font en sorte qu'un environnement peut être plus à risque. Alors, nous devons être très conscients et faire attention à savoir est-ce que nous allons permettre de tels rassemblements et comment. Donc, cela crée plusieurs défis, mais avant de rentrer dans les défis, chaque province aura son plan de reprise des activités ou de relance. Les entreprises, les organismes communautaires on va voir comment ils vont pouvoir adopter les meilleures pratiques à cet égard. Vous êtes certainement au courant que l'environnement où les gens seraient plus à risque, nos églises sont de tels environnements. Pour la suite des choses, il y a des défis fondamentaux importants pour la suite des activités dans nos églises, pour nos cultes, etc. Mais je crois j'y ai pensé. Est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est une opportunité? Alors, j'envoie quelques idées ici pour votre considération. Le droit de rendre notre culte à Dieu, oui, mais lorsque l'environnement devient au risque, alors quelle est notre responsabilité dans la prévention et la protection des gens les plus vulnérables pour que l'Église s'assure de ne pas créer un environnement qui pourrait partir une autre éclosion? C'est une conversation importante. Alors, Église en lettres majuscules versus l'Église. L'Église en lettres majuscules, c'est là où on va dans une église, un bâtiment le dimanche, alors que l'église en lettres minuscules, c'est le rassemblement des croyants. Alors, dans leur communauté, et c'est peut-être une opportunité ici de repenser l'Église en lettres majuscules versus l'Église en lettres minuscules, qui est communautaire, qui est active. Et comment faire si nous voulons vivre l'Église en lettres majuscules, comment le faire autrement? J'ai entendu beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'églises qui ont fait l'Église virtuelle et tout à coup, il y a plus de gens qui assistent à ces églises virtuelles. Des gens peut-être qui n'auraient pas été à l'aise de venir dans une église en bonne et due forme. Alors, de revoir comment nous faisons l'Église, c'est une opportunité aussi. Et en temps de crise, il y a beaucoup de gens aussi qui ont de l'anxiété. Ils cherchent l'espoir. Alors, comment faire? Quelle est l'opportunité ici pour nous, collectivement, en tant que cette Église qui rend service à sa communauté? Et dernièrement, mon pasteur a parlé de ceci dernièrement, rééquilibrer les mondes matériels et spirituels, de les ramener ensemble. Il y a un monde spirituel, mais c'est de prendre ce monde spirituel et de l'amener dans le monde matériel. C'est une opportunité pendant une telle crise. Alors, les choses changent. Alors, de quelle façon pouvons-nous rééquilibrer ces deux mondes? Et la prochaine diapositive, voici quelques ressources. Ici, chaque province a son propre site Web. Peu importe votre province ou dans vos ministères de la Santé, vous allez trouver des informations. Il y a la maladie à coronavirus du gouvernement du Canada. Il y a une mise à jour sur l'éclosion. Et on a mis une source ici en Alberta aussi où il y a beaucoup d'informations pour des endroits de culte, pour des églises. Alors, j'ai vu oui, nous avons reçu 800 questions. On va travailler là-dessus. On va faire ce qu'on peut. Merci beaucoup, Dr. Strang. Vous avez donné des principes principaux,
des éléments essentiels alors que chacune des provinces se dirige vers la reprise des activités. Le dernier point que vous avez mentionné, ce n'est pas avant d'avoir eu une immunité collective ou davantage d'immunité collective que nous pouvons penser à des rassemblements de groupe. Vous avez parlé de 1 ou 2 années. En tant que leader, comment est-ce que je peux évaluer quel serait un nombre de personnes acceptables dans un rassemblement, dans un groupe, et quand est-ce que ça pourrait arriver? Alors, de façon générale, c'est que la plupart des provinces ont un nombre de 5 à 10. La plupart, c'est 10 personnes et ça commence à augmenter tranquillement. Il y a une couple de provinces où c'est plus que ça, mais généralement, d'une perspective de santé publique, au cours des prochains mois, si tout va bien et que nous continuons dans cette phase de reprise des activités avec le COVID, que nous allons pouvoir avoir des rassemblements d'environ 50 personnes et peut-être 100 dans le plus. Mais si vous amenez 100 personnes ensemble, il y a encore des risques et il va falloir faire attention comment ces connexions se font. Mais peu importe le modèle d'opération, que ce soit une entreprise ou de desservir le public d'une façon quelconque, d'avoir 100, 150, 200 personnes qui se rassemblent, c'est très questionnable à savoir si ce sera sécuritaire de le faire dans le nouveau normal. Donc, ce que vous dites, c'est que ces groupes de 100 personnes requerrait de la distanciation sociale physique rendue là aussi. Oui, c'est comme, ça vient ensemble. C'est un ensemble de 50 à 100 personnes si tout va bien, mais même si on a le droit de le faire, alors, nous allons le faire, il faudra le faire de sorte à ce qu'il y ait des plus petits groupes à l'intérieur de ce plus gros groupe qui peut-être pourraient être un peu plus à proximité les uns des autres. Mais plus c'est vaste, plus c'est grand, plus le potentiel de personnes infectées augmente aussi. Avec tous ces éléments, vous pouvez rassembler les gens de façon plus sécuritaire si tout le monde rentre avec des mains propres et que vous envoyez un message fort pour leur dire si vous ne vous sentez pas bien, ne venez pas. Alors, peut-être que des gens portent des masques, mais ils ne devraient même pas venir s'ils ne se sentent pas bien, de ne pas partager des assiettes, aussi même pour les instruments à vent, les instruments musicaux. Si cela augmente le risque, alors ce sont d'autres défis au niveau de la louange aussi. Alors, c'est un nouveau normal, mais cela doit évaluer le risque aussi. Je crois que nous avons une certaine obligation pour non seulement protéger ceux qui sont dans nos congrégations, mais une façon de démontrer que nous aimons notre communauté et que nous ne prenons pas de risques en faisant les choses de sorte à ce que cela ne respecte pas la façon dont ce virus se propage et les risques associés. Quelqu'un de Oakville, vos messages publics sont très ciblés alors que vous considérez le long terme. Vous avez mentionné 1 à 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'avant qu'il y ait un vaccin ou une certaine immunité collective, on ne peut pas aller de l'avant? Il y en a qui disent, « Oh, peut-être qu'il y aura un vaccin au mois de janvier qui sortira des États-Unis. » Pouvez-vous commenter ces messages divers que nous recevons? Moi, je ne suis pas un spécialiste au niveau de la vaccination, mais c'est un travail très difficile de créer un vaccin. Vous devez trouver quelle partie du vaccin pourrait créer un vaccin pour une bonne réponse immunitaire. Ça prend beaucoup de recherche chez les animaux, chez les humains, et ensuite une production massive pour faire des essais cliniques. Alors, et nous avons déjà vu avec ce COVID-19, il y a eu beaucoup de promesses prématurées et beaucoup de médiatisation autour de ces choses. Les gens respectés dans le monde des vaccins
sont très tempérés. Peut-être que ce sera comme un vaccin contre la grippe. Ça peut prévenir une maladie sévère, mais l'impact pour empêcher la propagation, c'est quand même assez modéré. Donc, il semblerait que le COVID sera un virus, tout comme le virus de la grippe avec lequel nous allons devoir vivre d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre. 1 ou 2 ans, c'est un peu la normale dans laquelle nous vivons présentement. Il y a des hauts et des bas. On parle de deuxième vague, troisième vague. Alors, ça va dépendre comment ce virus va réagir alors que nous réouvrons et reprenons nos activités dans la société. Oui, nous sommes en plein milieu de quelque chose qui n'arrive pas à sa fin bientôt. Alors, le nouveau normal dont nous parlons, ce ne sera jamais comme 2019. Nous devons repenser comment nous allons fonctionner en tant qu'organisation et ministère dans notre pays. Absolument. C'est historique. Ces moments sont historiques et il y a des changements fondamentaux présentement. Nous pouvons les voir comme des défis. Nous pouvons les voir comme des opportunités aussi. Peut-être c'est une façon de créer des conditions que les gens recherchent davantage une connexion spirituelle et nous devons avoir des communautés qui soutiennent les gens davantage. Alors, quelles opportunités pouvons-nous y trouver tout en empêchant que le virus se propage? Nous avons parlé avec les gens de Vision mondiale et ils ont pris beaucoup de temps à travailler dans des pays qui ont déjà eu des pandémies. Et leur encouragement pour nous, c'est de dire, vous allez passer à travers. Il y aura l'autre côté de la rivière. Vous allez y arriver. Mais ils continuent à mettre l'accent sur le fait que des pandémies ne sont pas linéaires. Au Canada, on a toujours pensé avoir des solutions linéaires. Si on a un incendie, on évacue, on rebâtit et on revient à la normale. En tant que leader, pouvez-vous nous donner des suggestions au niveau de la planification pour la prochaine année ou les 2 prochaines années dans notre environnement parce que ça ne vient pas intuitivement pour la plupart d'entre nous? C'est une question très vaste et difficile. Pour moi, je crois qu'il y a quelques éléments ici. Premièrement, comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Nous devons nous assurer d'être connectés à de bonnes informations qui sont fiables. Qu'est-ce qui est la vérité? Il y a beaucoup de choses dans les médias. Et cette vérité va changer alors que la science et les preuves avancent. Mais où aller chercher l'information qui est fiable? Comment partageons-nous ces informations? Il n'y a pas personne qui a toutes les réponses. Il y a beaucoup de ce travail qui doit être fait ensemble. Nous allons essayer des choses. Oh, nous avons trouvé une solution pour notre Église. Peut-être c'est créatif et ça marche chez vous et vous pouvez l'essayer. Alors, il y a des choses ici qui représentent des grands défis dans notre société nord-américaine. Il n'y a pas d'évidence probante à cet égard. Nous comprenons la science. La science peut nous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais aussi il y a le travail collaboratif, travailler ensemble, intersectoriel. Il n'y a pas personne qui est tout seul là-dedans. Nous devons le faire ensemble. Et ensuite, c'est l'intolérance, de faire preuve de grâce les uns vers les autres. Il n'y a pas un leader qui aura toutes les réponses. Il y a des gens qui vont faire des erreurs et certaines de ces erreurs auront des résultats tragiques. Mais comment pouvons-nous nous soutenir, nous appuyer les uns les autres avec la patience, dans la grâce, afin que nous puissions avancer à travers cet enjeu ensemble? Merci. Sarah de Duncan, BC, a posé cette question. Est-ce que nous allons pouvoir avoir des garderies, l'école du dimanche à nos églises? La sous-question, finalement, c'est quelle sorte de protocole les églises devraient-elles utiliser? Est-ce qu'il devrait y avoir des protocoles
spéciaux? Est-ce qu'on devrait prendre la température, les enfants? À quoi devraient-ils penser lorsqu'on parle d'école du dimanche? Oui, alors que nous réouvrons, il y a des directions nationales par rapport au service de garde. Chaque province travaille avec ça. Je suis en plein milieu de ça présentement. J'ai une réunion cet après-midi à cet égard. Alors, parlez avec vos collègues en santé publique, que ce soit au niveau local ou au niveau provincial. Vous n'avez pas besoin de tout penser à ça par vous-même. Vous allez devoir considérer ce qui fonctionne pour vous dans votre contexte. Mais il y a beaucoup de ressources et de soutien qui existent déjà pour que vous puissiez le faire. Et ce n'est pas juste parce que quelque chose est permis. Est-ce que c'est la bonne chose à faire dans toutes les situations? Oui, je mentionne souvent le simple bon sens communautaire. Il y a quelque chose avec le bon sens. Il y a beaucoup d'attentes, je trouve, que les gens ont. Ils viennent voir le gouvernement pour nous dire quoi faire. Et je leur dis, bon, vous connaissez votre propre situation, vous connaissez votre église, votre environnement physique. Je peux vous donner des principes, je peux vous soutenir, mais vous devez trouver le moyen de le faire. Il y a beaucoup de bon sens qui va avec ça. Qu'est-ce qui est raisonnable et réaliste? Et c'est de trouver un équilibre, encore une fois. Nous ne pouvons pas vivre avec une société complètement fermée, comme nous l'avons fait dans les 2 derniers mois. Il doit y avoir un risque d'exposition et de transmission alors qu'il y a une reprise des activités. On parle du bon sens, une application avec le bon sens, en sachant qu'en bout de ligne, que ces éléments de santé publique, alors, c'est un tout finalement, et de toujours revenir à ces éléments de base, que ce soit pour une garderie ou pour une soupe populaire ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'il y a des choses que nous allons abandonner pour un court temps, pour une année ou 2, mais à long terme, ce sera plus avantageux. Notre société en sera avantagée. Pour nous assurer que nous sommes prêts à sacrifier certaines choses les uns pour les autres. C'est ce qu'il faut. Absolument. C'est de laisser aller des choses à l'avantage de tous dans la communauté, dans la population. Alors, peut-être que ce que ça va faire, c'est que cela va réanimer un sens de la communauté. Et plusieurs de nos communautés de foi sont déjà rendus là. Et ils ont déjà le pied dans la communauté à cet égard. Et on crée un sens de la collectivité encore davantage. Et l'innovation, par exemple, peut-être que c'est de faire quelque chose de façon très différente. On n'y aurait jamais pensé auparavant. Et peut-être qu'on va découvrir que c'est la meilleure façon de le faire, même pour l'avenir. Alors, il faut être prêt à être créatif, d'être tolérant aussi parce qu'on va faire des erreurs, mais d'être prêt à expérimenter. Parce qu'il le sait, peut-être qu'il y a une solution qui va ressortir de tout ça et qui va faire partie de la normalité pendant des années par la suite. Ça revient à une question que nous avons reçue de Peter de Lower Sackville. Il a parlé de responsabilité. Alors que l'Église pense à réouvrir, sa question c'est: s'il y a un plan de reprise des activités et quelqu'un commence à être malade, est-ce que l'Église peut être tenue responsable si l'Église n'a pas suivi les protocoles de façon parfaite? Avez-vous des perspectives là-dessus? Je sais que c'est un peu tôt pour en parler. Oui, les gens doivent y penser et d'en discuter avec d'aller chercher un avis juridique peut-être. C'est dommage que je travaille dans une bureaucratie, mais ce sont des choses qui peuvent étouffer la créativité et rendre cela un grand défi plutôt qu'une opportunité. On a tellement peur du risque à cause des poursuites possibles. Oui, c'est là. Je ne dis pas de ne pas en tenir compte, mais il faut vraiment considérer que cela pourrait arriver. David Wellen, en tant que leader d'une organisation, il a posé la question. Il dit: plusieurs de nos bureaux ont des bureaux partagés. Et nous n'avons pas pensé
à ce que cela pourrait avoir de l'air de revenir dans un milieu de travail où les stations de travail sont partagées. Quelles sont certaines ressources que vous pourriez suggérer à cet égard? Encore une fois, le lien que je vous ai donné, il y a de l'information de très haut niveau à cet égard. Chaque province, chaque territoire. En Nouvelle-Écosse, nous élaborons un site web là-dessus pour toutes sortes d'entreprises. L'Alberta, la Colombie-Britannique, chaque province a de telles ressources. Alors, j'encourage les gens de consulter leur gouvernement provincial, leur ministère de la Santé ou l'équivalent. Vous vivez au Saskatchewan. Si vous faites une recherche Google pour COVID-19, vous allez tout trouver. Il y a plein d'informations qui s'y trouvent. Encore une fois, ça ne vous dira pas exactement quoi faire, mais cela fournira certains principes et perspectives dont vous devez tenir compte alors que vous les appliquez avec votre connaissance, votre environnement spécifique et le travail que vous faites. Et aussi, nous allons partager les diapositives du Dr. Strang lorsque nous allons afficher la vidéo. Et alors, les liens, peut-être que vous ne les avez pas retenus, mais ils seront disponibles lorsque nous afficherons la vidéo. Une question de Burnaby, en Colombie-Britannique. Plusieurs posent la question, les discussions fédérales par rapport à la foi dans les communautés et est-ce que c'est un service essentiel dans les communautés? Vous en avez parlé un petit peu, mais pouvez-vous en discuter encore davantage? L'Église en tant que service essentiel, alors que l'Église aide comme soutien émotionnel, peut aider avec l'anxiété. C'est une communauté pour tant de personnes, c'est leur communauté. Oui, je vais dire oui, absolument. Les communautés de foi sont absolument essentielles pour plusieurs personnes alors ce sont des communautés vibrantes et en santé qui assistent les gens, qui les accompagnent, surtout dans des moments où il peut y avoir plus d'anxiété. Et ça aide à semer l'espérance. Maintenant, lorsqu'on parle de services essentiels, lorsqu'on parle de services essentiels au niveau légal, au niveau gouvernemental, c'est différent. C'est une définition qui est différente, la façon d'utiliser ce mot. Donc, c'est important de faire cette distinction parce que les services essentiels, c'est toute une autre voie bureaucratique. Alors, je comprends la question parce qu'il y a des gens qui disent l'Église, c'est un service essentiel et ça devrait continuer comme service. Mais si vous êtes essentiel, comment allez-vous continuer votre entreprise? Mais alors que si on considère cela comme étant une opportunité, vous allez plutôt voir comment faire les choses différemment. Le cœur de ce que vous faites, l'essence de ce que vous faites demeure, mais c'est de le faire différemment dans votre rôle, de vous protéger les uns les autres et protéger votre communauté. Alors, nous arrivons à la fin ici. J'ai une autre question pour vous. De Brantford. Quels nouveaux besoins sont en émergence dans la société et peut-être que nous ne voyons même pas aujourd'hui, mais que vous prévoyez comme travailleur au niveau de la santé? Et comment est-ce que l'Église peut utiliser cette opportunité dont vous parlez pour combler certains de ces besoins? Il y a une couple de choses que je peux dire. Certainement, il y a un certain nombre de défis au niveau de la santé mentale. L'anxiété, le stress, des gens qui sont dans des plus petits groupes et qui n'ont pas cette connexion sociale. Et il y a des familles qui sont dysfonctionnelles, tout simplement, malheureusement. Alors, il y a des abus de substances. Et beaucoup de cela, c'est en lien avec les gens qui
Alors, c'est difficile d'expliquer aux gens comment les aider. Il faut les réconforter et leur donner une plus grande perspective de ce qui se passe. Et je crois que nous devons être là pour ces gens. L'autre élément, c'est pas nouveau, nous voyons que même au Canada, qui a tellement de ressources, le COVID-19, encore une fois, on voit les différences dans nos communautés, les plus vulnérables. Il y a une distinction qui se fait. Ceux qui sont dans nos communautés marginalisées, nos personnes âgées, ceux qui sont en situation d'itinérance. Ces distinctions se font encore davantage dans notre société parce que notre société est basée sur l'économie, mais aussi basée sur comment nous partageons les ressources que nous avons. Comment est-ce que nos églises aident? Ne faisons pas tout simplement boucher les fentes ou les cracks, encore une fois, mais comment est-ce que nous pouvons changer les choses pour le nouveau normal? Ce sera différent, mais comment améliorer ces situations? Ça pourrait être une opportunité extraordinaire si nous voulons le considérer ainsi. Comment traiter de ces enjeux d'une façon plus fondamentale, plus systématique? Par rapport à l'itinérance, par exemple, les banques de nourriture. Travailler de sorte à ce que les banques de nourriture ne soient même plus nécessaires. Ce sont des opportunités. Je ne dis pas que c'est facile, mais ne faisons pas semblant que ces cracks dans le sentier, dans le chemin ne sont pas là, mais essayons de combler ces lacunes. Alors que vous en parlez, je pense à quelques conversations que nous avons eues avec des collègues partout dans le monde qui sont dans des situations vulnérables. Et il y a des membres sur cet appel aujourd'hui qui sont dans des agences, dans des pays en développement. Il y a des villes qui sont dans des situations désespérées aujourd'hui. La vulnérabilité de leur population, les gens là-bas sont tellement à risque, alors que le COVID se promène à travers le monde. Mais d'aider nos communautés. Oui, c'est pas juste de mettre un pansement sur un bobo, mais bientôt, nous allons devoir regarder en dehors de nos communautés, de notre pays. Il y a trop de différences dans notre monde. Alors, le COVID va vraiment faire cette différence, va faire ressortir ces disparités. Oui, je suis d'accord avec vous. Malgré tous nos défis, on a tendance à penser à ce que nous n'avons pas, plutôt que de penser à ce que nous avons ici au Canada et combien nous sommes privilégiés ici. Et de quelle façon est-ce que nous pouvons partager avec d'autres et d'avoir vraiment une perspective locale pour cette situation avec le COVID. Cela vraiment a un impact vraiment profond. Merci beaucoup, Dr. Strang. Il y a tellement de questions que nous aimerions vous poser et nous espérons avoir d'autres opportunités pour continuer ces discussions et peut-être de répondre à d'autres questions qui sont rentrées. Merci de continuer à soumettre vos questions. Peut-être que nous allons pouvoir colliger une ressource ou des ressources précises pour toutes ces questions. Merci pour votre temps, pour votre cœur si généreux de vous être joint à nous aujourd'hui. Merci pour ces informations que vous avez partagées. Nous voulons être ancrés dans la vérité. Nous recherchons des réponses honnêtes et nous reconnaissons que parfois nos agents de santé comprennent une chose et puis plus tard, ils vont comprendre autre chose et ils vont le partager aussi. Alors, nous devons être compréhensifs à cet égard. Merci pour cette opportunité. Nous l'apprécions énormément. Si vous pouvez rester en ligne, nous allons terminer avec un mot de prière. L'évêque Dowd de Montréal sera avec nous à l'écran. Il va prier pour tous ceux d'entre vous qui vous êtes joints à nous. Merci d'avoir pris ce temps
Si vous pouvez rester avec nous pour la prière, pour la clôture de cet événement aujourd'hui, nous l'apprécierions aussi. Merci. L'évêque Thomas Dowd. Oui, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux d'entre nous qui avons tenté de prier dans une réunion Zoom, des fois il y a des échos, il y a des retards un petit peu. Dans mon Église, ma communauté, notre approche, c'est d'avoir une personne qui parle et qui prie, et nous sommes unis dans notre cœur. Alors, nous nous centrons, nous invitons le Seigneur à être présent et je vais offrir quelques paroles qui expriment, j'espère, certaines des intentions qui sont les nôtres. Seigneur Dieu, je t'offre premièrement de la louange, la gloire qui t'est due à ton nom. Pour deux raisons, je vous offre ceci parce que tu es digne. Et deuxièmement, je crois que nous devons repousser toute tentation de vouloir te blâmer pour cette pandémie ou cette crise. Il y a tellement de personnes qui pourraient te blâmer pour l'action ou l'inaction qu'ils perçoivent comme venant de ta part. Mais nous voulons mettre notre regard sur ton amour. Nous voulons amener devant toi tous ceux qui ont été malades, qui souffrent, qui ont eu un proche qui a été malade ou qui est décédé. Et nous t'offrons tous ceux qui vivent le stress en lien avec les changements sociaux, perte d'emploi, l'incertitude pour l'avenir, perte de contact humain, ceux qui ont des difficultés avec la santé mentale. Toute cette souffrance, nous mettons devant toi. Alors que nous prions que cette coupe s'éloigne de nous, nous prions aussi que ta volonté soit faite. Nous sommes ouverts à ta volonté. Nous te demandons ta perspective, Seigneur, que nous voyons les opportunités que ce temps nous permet, comment cette pandémie nous appelle à être encore meilleurs comme individus et comme communauté. Et de voir les opportunités dans nos communautés en tant que chrétiens, que nous pouvons démontrer cette grâce que tu nous accordes. Nous demandons ta sagesse afin que comme leader d'Église, nous puissions accompagner nos gens dans leur souffrance et dans leur relation avec toi. Nous prions pour ceux qui sont au gouvernement, comme le Dr. Strang aujourd'hui, pour qu'ils puissent nous diriger dans le calme, avec la connaissance et avec courage. Nous prions spécialement pour l'unité et la solidarité et la gratitude pour ce moment qui rassemble tant de leaders d'Église qui peut-être n'ont pas l'occasion de discuter ensemble en temps normal, mais maintenant, on nous appelle de marcher ensemble et de dialoguer ensemble et dialoguer aussi en tant que chrétiens avec des gens de bonne volonté, peu importe leur contexte ou leur arrière-plan historique ou religieux plutôt, ou non religieux. Nous prions que nous puissions comprendre que nous sommes ensemble avec ceci dans notre société, que tu nous donnes le don de pouvoir nous voir les uns dans les autres pour que nous puissions nous protéger les uns des autres et nous appuyer les uns des autres. Alors, pour la fête de la Pentecôte, pour ceux qui suivent le calendrier liturgique, nous demandons pour une nouvelle effusion, une nouvelle onction de ton Saint-Esprit sur nous pour que nous puissions être renouvelés par le feu sacré que tu mets dans nos cœurs. Alors, Père Céleste, nous demandons ton esprit et nous offrons ces prières au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, évêque Dowd et Dr. Strang. Et comme nous avons partagé plus tôt, cet enregistrement sera disponible plus tard cette semaine. Il y aura un sondage très bref qui vous sera envoyé pour nous aider à organiser d'autres événements pour vous. Alors, ça devrait être fait sous peu. Merci encore à l'équipe de Waybase et de Vision Mondiale pour votre soutien et votre aide aujourd'hui. Et je prie que vous soyez bénis, chacun des leaders qui font tout ce qu'ils peuvent pour aller de l'avant. Nous reconnaissons tous qu'il y aura un certain niveau de sacrifice à faire pour continuer à protéger et prendre soin des gens que nous servons. Alors, nous avons hâte de vous fournir davantage de ressources pour la suite des choses. Merci d'avoir été là. Alors, bonne journée.